annulation de la délibération numéro 2019-072 permettant le recours au contrat d'apprentissage dans la commune et approbation de la délibération permettant le recours à l'apprentissage. Et voilà, ça nous fait 9 ordres d'euros. Collègues, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Merci pour la modification de l'ordre du jour, en sachant que le ordre d'euros numéro 16 est proposé de le voter avec le point numéro 9, parce que ça concerne la médiathèque, le règlement intérieur de la médiathèque et les tarifs de la médiathèque qui vont avec, comme on l'avait demandé. Donc, merci collègues pour la modification de l'ordre du jour. Donc nous faisons ce conseil municipal, bien sûr, dans un contexte un peu particulier que vous connaissez pour les communes. Nous avons la chance à la matin de pouvoir travailler tranquillement, de pouvoir, on a fait notre CT, pouvoir ouvrir la commune, la mairie, de pouvoir fonctionner. Malheureusement, méfiez-vous, ce climat qui existe chez nous et dans certaines communes, quand même la majorité des communes, certains collègues sont quand même en grande difficulté. Certains collègues, notamment commune du Gosier, commune de Petit-Bourg, commune du Moule, si je ne me trompe pas, Mornalo, Abîme, Pointe-à-Pitre, Bouillante et aussi Ansuette. Voilà des communes qui ont quand même des difficultés, cependant. Il faut quand même, à un certain moment, qu'on puisse se dire les choses. Vous me connaissez depuis tantôt, vous connaissez mon parcours, et je ne serai jamais un antisyndicaliste. Et j'ai vu l'IGTG sous les fonds baptismaux, je l'ai même accompagné sous les fonds baptismaux avec les pères fondateurs. Je ne reconnais pas le même syndicat, ça je peux vous le dire très sincèrement, sur le fondement des revendications. Et sur la méthode encore pire. La lutte sociale, elle peut être légitime. Et elle est légitime dans un contexte où effectivement il y a de l'exploitation humaine, dans un contexte où on est dans les rapports de classe, on peut comprendre ça. Mais aucun maire n'est un capitaliste qui gère sa richesse personnelle et qui est dans un rapport de classe où on est dans la confrontation capital-travail. On n'est pas dans des rapports, aujourd'hui, des conflits de classe sociale. Les maires, les collectivités gèrent les deniers publics et doivent organiser la société avec les deniers publics pour que demain nous puissions répondre à des politiques publiques. Et mener un conflit social avec des méthodes qui sont des méthodes de lutte de classe et de rapport de force physique, ça ne trouve pas, à mon avis, son sens et sa place dans la lutte syndicale au sein d'une collectivité. D'autant plus que il y a d'autres organisations syndicales qui, elles, sont aussi dans ces collectivités et qui comptent.
quand on vous dit que ça ne fonctionne pas dans les autres communes, ne croyez pas qu'il y a un volume de grévistes qui ferait que ça ne fonctionne pas. C'est pas ça. Le nombre de grévistes est très très faible. Partout, c'est comme chez nous. C'est 10 grévistes, 15 grévistes, 16 grévistes qui empêchent à 200 personnes, 400 personnes, 600 personnes de travailler. Au Gosier, ils sont 600 et il y a 20 grévistes. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Donc, dans la méthode, ça veut dire que, quand même, il y a un rapport qui est une forme de contrainte et de violence physique, il faut le dire, et qui me pose problème quelque part. Ça me pose problème quelque part. Je n'entends pas le droit syndical de cette façon-là, et encore moins quand on est en collectivité. Encore moins quand on est en collectivité. Et je ne comprends pas ça. Et là, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a derrière cela. Je ne sais pas qu'est-ce qui est recherché là. La dernière, pour vous donner l'information, la dernière, vous avez entendu certainement comme moi, la dernière proposition qu'on a faite a été balayée, rejetée complètement. On demande un format. Le format qui est demandé, c'est un format impossible pour régler le problème. Vous savez très bien comme moi, un mouvement social dans les collectivités, ça se règle par des autorités en charge de ces collectivités. Et la négociation sur des points comme ça ne peut se tenir qu'avec les ordonnateurs de ces collectivités. Donc ça veut dire chaque maire pour sa commune, président du conseil départemental, la présidente pour le conseil départemental, le président de région pour la région. Et demander la présence du préfet dans ce format-là, voilà. Sauf sur les points effectivement qui concernent l'État, mais même sur les points qui concernent l'État, ce sont des points qui concernent le législateur. Donc je ne vois même pas qu'est-ce que le préfet pourra faire là-dessus. Le préfet n'a aucune compétence sur le délai de carence, il n'a aucune compétence sur la modification des pensions de retraite. Je ne vois pas qu'est-ce qu'un préfet peut faire sur ça. Donc voilà. Donc je ne comprends pas trop bien. Donc je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner demain. Je pensais très sincèrement que la proposition qu'on allait faire allait nous permettre d'entrer dans une voie de négociation, puisque les sections syndicales demandent la négociation. Les sections qui sont sur le terrain demandent la négociation. Les sections sont prêtes à négocier. Il y avait 3 négociations qui étaient prévues ce matin où les sections étaient prêtes à négocier. C'est la centrale qui allait tuer les négociations. Donc, je ne comprends pas trop bien qu'est-ce qu'il y a derrière ça. Bref, je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, nous, à Lamentin, c'est vrai qu'on est dans une situation un peu particulière dans la mesure où les revendications qui sont là, on les a traitées bien en amont. Et nous, on n'est pas dans une situation difficile par rapport à cela. Si on devait négocier sur cela, on n'aurait pas trop de difficultés, mais je ne suis pas non plus d'accord pour négocier avec l'UTC uniquement sur ces questions-là, dans la mesure où on s'était déjà mis d'accord, comme je vous l'avais déjà dit, sur ces questions-là avec l'ensemble des organisations syndicales à Lamentin, et que l'UTC n'est pas majoritaire, donc je ne vais pas dédire les autres organisations syndicales. Mais c'est pour vous dire que sur les demandes, même pour les agents qui sont là, nous, on est en situation quand même assez favorable, mais il y a des communes qui ne peuvent pas, vraiment pas, qui héritent des situations pas possibles. Et des communes qui affichent malgré tout une volonté d'aller et de faire, mais qui ne peuvent pas faire au rythme où l'UTC le demande là. C'est clair que c'est impossible ça.
C'est impossible. Donc, je ne sais pas. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner. On reste informé. Donc, je voulais vous donner l'information, mais on verra ce que ça va donner. En tout cas, nous avons la chance de pouvoir travailler. Je ne sais pas si peut-être ils ne vont pas, peut-être après, installer un rapport de force ici et venir bloquer, pas avec de la Montinoire. Parce que bon, ils n'ont pas ce rapport de force à l'intérieur de chez nous, mais venir avec des gens de l'extérieur pour pouvoir le faire. En tout cas, ça, je veux clair qu'Apéqué laisser ça fait. Ça, très sincèrement, Apéqué laisser ça fait. Mais c'est toujours pas bien, parce que de rentrer dans des rapports comme ça, c'est pas le dialogue social, pour moi, c'est pas ça. Voilà. On va passer au premier point, collègue, juste pour vous donner l'information. Approbation du procès verbal du conseil municipal du 11 février 2021. Avez-vous des observations? Il n'y a pas d'observation? Donc, s'il n'y a pas d'observation, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, approuvé à l'unanimité. Le point numéro 2. Autorisation générale et permanente de poursuite octroyée au comptable public. Donc, on avait demandé la modification. Juste une remarque sur l'impression des procès-verbaux. Il faut que ça soit un petit peu plus visible. Alors, on a expliqué ça la dernière fois. S'il y a un problème, peut-être que tu étais par la réunion. Oui, j'y étais. Mais elle a dit, elle a expliqué qu'il y a un problème d'imprimante. Bon, et puis, bon, le problème ne va plus se poser puisqu'on va passer à la dématérialisation. C'est la solution. Bon, alors, il était prévu de porter des modifications sur ce point-là. Est-ce que ça a été fait? Oui? Bon, ben, c'est Jean-Luc qui nous en fait la lecture. On va entendre et on verra si la modification a été portée. Le point 2. Le point 2, oui. C'est pas moi. Il faut nous lire le rapport modifié. C'est Jean-Louis qui devait faire la lecture. Ah, c'est écrit Jean-Louis, hein? Moi, je l'ai Jean-Louis. C'est pas grave, il faut le faire lui aussi. Faire les deux. D'accord. Chers collègues, merci, Président. Chers collègues, bonsoir. Bonsoir pour ce que j'avais déjà vu. Alors, vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles R 1617-24, vu le décret numéro 2009-125 du 3 février 2009 relatif à l'autorisation préalable des poursuites pour le recouvrement des produits locaux, considérant que ce Code général des collectivités territoriales pose comme principe que chaque poursuite d'un débiteur d'une collectivité locale n'ayant pas acquitté sa dette envers celle-ci doit avoir l'accord préalable de l'ordonnateur de la collectivité. Considérant que le décret numéro 2009-125 du 3 février 2009 étend la faculté pour l'ordonnateur de donner à son comptable une autorisation permanente ou temporaire à tous les actes de poursuite. Considérant la nécessité pour la collectivité de délivrer une telle autorisation permettant au comptable de poursuivre les redevables pour obtenir le recouvrement des créances locales, considérant que l'autorisation permanente et générale de poursuite n'a pas pour conséquence de priver la collectivité de son pouvoir de surveillance en matière de poursuite, mais contribue à les rendre plus rapides, donc plus efficaces. Considérant qu'une telle mesure participe à l'efficacité de l'action en recouvrement du comptable public
et contribuer à l'amélioration du recouvrement des produits de la collectivité. Monsieur le maire propose aux membres du conseil municipal d'octroyer une autorisation générale et permanente de poursuite à Madame Janice Dorimont-Equinox, comptable de la collectivité, pour l'émission des actes de poursuite, au-delà de la mise en demeure et de tous les actes de poursuite qui en découlent, pour toute créance due par les personnes morales de droit public. Je vous demande d'en délibérer. Très bien, donc la modification est bien apportée, c'est limité à toutes les personnes morales de droit public. Donc, c'est-à-dire les personnes de droit privé ne sont pas concernées. Qui est contre, qui s'abstient, adopté donc à l'unanimité. Merci collègues. Point numéro 3, c'est toujours Jean-Louis, c'est le rapport d'orientation budgétaire. Très bien. Le rapport sur les orientations budgétaires doit permettre aux élus locaux d'avoir une vision de l'environnement juridique et financier de la collectivité, mais aussi d'appréhender les différents éléments de contexte pesant sur la préparation budgétaire de l'année. Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le maire présente au conseil municipal, dans un délai de 2 mois précédant l'examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés, l'évolution des taux de fiscalité locale, la structure et la gestion de la dette et l'évolution prévisionnelle des dépenses de personnel. Il est confirmé que le ROP doit être transmis au préfet et au président de l'EPCI dont la commune est membre, faire l'objet d'une publication et le débat acté par une délibération spécifique. Donc je vois qu'il n'y a pas lieu d'en délibérer, donc c'est de la discussion. Donc, chers collègues, moi ce que je vous propose, c'est de ne pas donner de lecture intégrale du rapport que vous avez tous reçu, que je suppose que vous avez lu. Donc moi ce que je vous propose, c'est de faire... non, je vais faire comme une petite synthèse. Et après, on va débattre là-dessus. Donc, bon, je vais passer sur la situation nationale et internationale consécutive à la crise sanitaire, dont les conséquences à la fois économiques, sociales et sociétales se répercutent également sur notre territoire, et singulièrement sur les finances des collectivités locales, avec une diminution des recettes. Alors, s'agissant de la loi de finances 2021 et des collectivités locales, cette loi a entraîné une stabilité des dotations avec 3 particularités. Une automatisation de la FCTVA qui vous est expliquée en pages 14 et 16, le lancement du plan de relance avec les axes possibles d'émargement des collectivités que vous retrouvez en pages 16 à 22, la suppression effective de la taxe d'habitation et la mise en place du nouveau mode de compensation dont l'explication est donnée en pages 22 à 24. Alors, s'agissant des données des ressources humaines, l'Europe nous invite à nous reporter à celle du rapport de 2020 car il n'y a pas de changement notable. S'agissant des grandes lignes de l'orientation budgétaire, je vous invite également à vous référer aux pages 25 à 49. Alors pour les dépenses de fonctionnement, l'évolution globale entre le compte administratif 2019 et la projection du compte administratif provisoire 2020 est de moins 11,88%, comme détaillé dans le tableau que nous avons en page 25. Il n'y a pas d'évolution du point d'indice des élus. On note une stabilité des subventions aux associations. Cependant, on constate une augmentation des subventions allouées aux structures attachées à la collectivité que sont la Caisse des écoles, le CECAS et l'établissement public administratif de Ravenschaud. Pour les charges à caractère généraux, en page 11, les dépenses sont contenues en majorité, sauf celles qui sont consécutives à la Covid-19. Alors, nous n'avons pas de prévisionnel d'augmentation des dépenses exceptionnelles, donc on en parle en page 26. S'agissant des dépenses de personnel, toute la stratégie consistera à trouver le juste milieu entre un processus rigoureux de respect des objectifs budgétaires,
avec le dispositif d'ordre législatif, sanitaire, statutaire et sociétal. Alors pour les recettes de fonctionnement, pour l'exercice 2021, les recettes fiscales des collectivités sont garanties par l'État. La projection du compte administratif 2020 en fait état dans le tableau détaillé de la page 39. La loi de finances 2021 confirmant la suppression de la taxe d'habitation, vous avez en page 40 le nouveau schéma de financement. Pour les autres recettes, comme déjà précisé, la dotation forfaitaire restera stable. Concernant les cessions d'immobilisation, on poursuivra le programme de régularisation foncière. S'agissant de notre dette auprès des organismes prêteurs, le détail avec les annuités et le montant sont repris dans le tableau en page 41. Concernant l'investissement, nous poursuivrons les projets en cours, à savoir la rénovation du complexe de Blachon, la reprise des études de travaux pour la deuxième phase de l'espace thermoludique, la poursuite des travaux du groupe scolaire de Cailloux, la finalisation des travaux d'extension du cimetière, la poursuite des travaux de mise en valeur de nos bâtiments à liture, et enfin la poursuite de l'entretien et de la rénovation de nos réseaux routes et électricité. Voilà, chers collègues, en quelques lignes, l'essentiel du ROP que nous présentons. Merci collègues. Je vous disais dernièrement que le ROP arrive à un moment, mais qu'en fait c'est le budget qui va déterminer les choses, parce qu'entre-temps, il s'est quand même passé des choses, parce qu'on continue à avoir des informations sur les finances et des choses intéressantes, en sachant que bien sûr nous avons une perte de recettes sur nos équipements tels que la médiathèque, tels que Ravinchod, et que ça va peser sur le budget de fonctionnement. Mais heureusement pour nous quand même, on aura une compensation qui nous permettra d'amortir ce choc-là, puisqu'il y a une bonne nouvelle qui est arrivée ce matin. Je ne sais pas si M. DGS m'a toujours te l'a dit aussi. Ouais, ça, bon, donc tu le sauras bientôt, très rapidement, hein, parce que c'est arrivé ce matin, je l'ai su fortuitement. C'est que les bases de la taxe d'habitation, ont été modifiées et favorablement pour nous. Donc maintenant, il va falloir bien communiquer là-dessus, puisqu'en fait, on aura une recette fiscale supplémentaire qui sera autour de 600 000 € et en fonctionnement. Donc ça viendra compenser effectivement les difficultés que nous avons revenant des pertes de recettes de Ravinchod et des pertes de recettes du ciné-théâtre, qui sont les deux équipements culturels et de loisirs qui rapportent quand même un certain nombre de recettes et qui tournent autour, si on cumule les deux, autour de ce montant-là, hein, près de 600 000 € si on cumule la recette de Ravinchod et la recette du ciné-théâtre. Donc ça nous permettra d'amortir cela, donc c'est pas une mauvaise chose. Voilà. Donc oui, c'est une manne. Bon, et puis je pense qu'elle est permanente. Hein. Elle est permanente puisque c'est une recette qui, comment je peux vous dire, qui vient du processus aujourd'hui de compensation de la taxe d'habitation. Donc c'est une recette qui aujourd'hui elle reviendra chaque année avec le même montant. Donc c'est une recette permanente en fonctionnement, donc ça c'est intéressant. Donc quand on sortira de la Covid et qu'on pourra faire fonctionner le ciné-théâtre et fonctionner Ravinchod correctement, plus la réorganisation qui est en place, normalement ça devrait nous apporter une recette supplémentaire pour pouvoir faire des choses. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose, collègues? Question. Oui. Alors, quel est l'impact pour nos contribuables? Zéro. Il n'y a plus de taxe d'habitation, c'est une compensation qui vient de l'État. Il n'y a pas d'impact pour le contribuable. Et puis de toutes les façons, quand c'est l'assiette qui bouge, il n'y a pas d'impact pour le contribuable. C'est l'assiette qui a bougé.
Donc c'est le calcul en fait pour nous compenser a été fait sur une assiette qui a bougé. Et tant mieux pour nous parce que je disais toujours que cette réforme-là nous était défavorable à la Lamentin parce que nous, notre assiette à la Lamentin, avec toutes les constructions qu'il y a, est une assiette qui allait bouger. Et que la réforme arrivait à un mauvais moment pour nous, puisqu'on n'allait pas bénéficier effectivement de l'élargissement de l'assiette. Mais tant mieux si aujourd'hui, effectivement, on a, dans le cadre de la compensation, l'État nous attribue une compensation avec une assiette qui est beaucoup plus large que celle que nous avions au départ. C'est par rapport aux gens qui ne payent pas, qui ne payent plus. Oui, mais la compensation, c'est par rapport aux gens qui ne payent plus.